Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale, on parlera technologie, un peu comme tous les mardis. Aujourd'hui, on parlera des simulateurs de conduite dans un premier temps et après, on reviendra un peu sur la tuerie qui s'est déroulée effectivement aux États-Unis puisqu'elle a été filmée en direct sur Twitch, qui est un nouveau canal médiatique. On vous en parlera un petit peu. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mardi 17 mai 2022 et la qualité de l'air est très mauvaise et pour cause. Un énorme nuage de sable traverse la zone actuellement. L'alerte rouge pour forte présence de particules fines devrait perdurer le reste de la semaine. Donc soyez prudents, surtout si vous faites des allergies. Et nous sommes au deuxième jour de mobilisation au syndicat mixte de gestion de l'eau de Guadeloupe. Pour l'instant, rien à signaler au niveau de l'approvisionnement. Les négociations essaient de prendre forme. Regardez. Je tiens à remercier déjà les EPCI qui ont accepté de venir à cette rencontre hier soir, dans laquelle nous nous sommes accordés sur des dispositions à prendre, et notamment les EPCI se sont engagés sur leur projet de délibération et nous ont donné des dates s'agissant des arrêtés de transfert qu'ils allaient pouvoir prendre. Donc cela nous permettra aussi au niveau du SMGEAG, à notre tour, de prendre ces arrêtés d'intégration comme nous l'avons fait et comme nous l'avons organisé aujourd'hui avec notre équipe administrative, de manière à ce que ce sujet des contrats soit définitivement réglé au sein de notre structure. Alors, premièrement, par rapport à la population, il ne faut pas la population inquiéter. De toute façon, là, on va gommer pour une cause qui est juste. Donc, il faut expliquer à la population pourquoi on va gommer. Parce que nous savons que nous connaissons le problème à la population. Nous savons pas ni de l'eau en Guadeloupe, ni de pas ni de l'eau. Mais il faut savoir aussi que les conditions des salariés sont importantes pour travailler correctement, pour nous avoir un service de l'eau de qualité. Les salariés pas ni pont papier. Pour document qui a officialisé le transfert à eux en disant SMGAG là. Deuxième bulletin, ça fait plusieurs mois que nous avons demandé les documents administratifs, nous avons demandé des documents juridiques pour cadrer un transfert à les collègues en disant SMU là. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien, c'est promesse que nous ni. On fera des projets, on a rencontré le préfet, nous tenons un paquet de propositions mais qui pas écrite en fin de compte. Et je tiens à remercier les syndicats pour la teneur, c'est-à-dire le fond et la forme, qui nous ont permis de pouvoir nouer beaucoup d'espérance. Donc nous avons démontré à l'organisation toute la volonté qui était la nôtre pour pouvoir permettre un aboutissement satisfaisant au profit de chaque collaborateur. Il est vrai que nous sommes bien entendu liés par cette prise de décision et de délibération que chaque EPCI devra prendre. Nous leur avons fait part de ces différentes intentions. Aujourd'hui, il nous reste à formuler, à concrétiser cet essai. Nous mettrons tout en œuvre pour permettre à ce que ce dossier soit définitivement réglé. Le fait qu'avec aujourd'hui, nous avons dit non. Ça qui est en bec panfal. C'est tout le temps nous commander. Aujourd'hui, fait nous tenir des bulletins concrets. Et nous n'avons pas une réponse concrète aujourd'hui, nous n'avons pas un document concret aujourd'hui qui permet de nous dire que nous continuer à négocier avec le président là. Alors, du coup, nous, ça nous a dit, c'est que nous continuer la mobilisation, nous continuer grève nous, jusqu'à ce que nous les éléments concrets pour que nous 26 ans dans tableau. Et on se rend maintenant à l'Université des Antilles pour la 17e rencontre scientifique Géorisque. L'occasion pour les professeurs et chercheurs d'échanger sur deux cas d'école, Irma et Maria, qui ont occasionné des dégâts monstres. Regardez.
C'est cette histoire ancienne des cyclones en Guadeloupe et plus particulièrement la saison cyclonique 2017 dont vous vous rappelez sûrement avec Irma, Maria, José, ces cyclones qui sont passés notamment sur la Guadeloupe, la Dominique et puis les îles du Nord avec Saint-Martin et Saint-Barth. Et donc on a été amené à travailler sur ces événements et 4 ans sont passés depuis et aujourd'hui on rassemble nos résultats, on les partage dans un colloque scientifique puisqu'on a besoin d'échanger sur les résultats et puis on va aller ensuite sur Saint-Martin et Saint-Barth pour présenter aussi certains résultats aux populations. Alors, il en ressort beaucoup de choses sur la connaissance du phénomène, du cyclone. Il en ressort beaucoup de choses sur la préparation à la gestion de crise. Il en ressort énormément de choses sur la reconstruction. Il en ressort énormément de choses sur tous les aspects culturels, socio-culturels. Vraiment, on a une banque de données qui vont de la connaissance pure du phénomène jusqu'à la gestion, y compris socio-culturelle, des éléments. Voilà. Alors, ces travaux nous ont permis déjà de voir qu'il y avait un réseau scientifique qui s'était constitué autour des cyclones entre l'Hexagone, notamment Montpellier, l'Université Antilles, Météo France, antenne régionale. Et grâce à ce réseau scientifique, on a pu étudier la catastrophe Irma sous tous ses aspects liés au phénomène, mais aussi les conséquences sociales de la catastrophe. Et on s'est intéressé au processus de reconstruction du territoire. Donc on en tire des enseignements pour améliorer la prévention vis-à-vis de futurs cyclones dans la région. Il y a un enseignement à tirer parce que sur Saint-Martin, vous avez vu comment ça a été lourdement impacté. Ne serait-ce que sur la gestion des déchets, par exemple. Je crois qu'il y a des enseignements à tirer en termes de préparation. C'est que si un cyclone aujourd'hui vient nous impacter, il va y avoir donc ces aspects-là à gérer. Bien évidemment, les éléments de construction, Saint-Martin a été lourdement impacté parce que les matériaux de construction n'étaient pas forcément adéquats. Donc, il y a eu vraiment énormément de choses qu'on a pu capitaliser en termes de retour d'expérience, des choses à ne pas répéter et des choses nouvelles dans lesquelles il faut, des dimensions nouvelles dans lesquelles il faut s'inscrire. Pour faire face à ces éléments parce que maintenant, compte tenu du dérèglement climatique, les cyclones seront de plus en plus violents. Il faut vraiment se préparer de façon optimum. C'est très encourageant, n'est-ce pas? Et voilà une décennie maintenant que la ville de Mouans-Sartoux en Hexagone fait fonctionner ses cuisines avec des produits bio. Un exemple que la ville de Morne-à-l'Eau souhaite suivre dans le cadre de son programme alimentaire en faisant appel à son expertise. L'objectif à terme, consommer 100% local sur ce territoire vert du Nord Grande-Terre. Le reportage de Maxime Morel. C'est un projet qu'on mène depuis un certain nombre d'années. On a commencé par faire en 2012 une cantine 100% bio. Très vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de production locale pour alimenter cette cantine bio. Et ne la trouvant pas, on a créé une ferme municipale qui produit 96% des légumes que mangent les enfants, par exemple. Et en évaluant ce projet, en faisant un sondage auprès des familles, on s'est rendu compte que 87% des familles nous disaient qu'elles avaient modifié leur pratique alimentaire en mangeant plus bio, plus local, en cuisinant plus, en mangeant plus équilibré. Et on s'est dit qu'il faut absolument accompagner ce mouvement au-delà de la cantine pour la population en général. Et donc on a créé notre projet alimentaire de territoire qui est décliné par la Maison d'éducation et alimentation durable et qui travaille à la relance de l'agriculture locale, à la dynamique économique de l'alimentation, à l'éducation à l'alimentation durable et au partage de nos expériences avec d'autres collectivités. Aujourd'hui, la guerre qui se situe en Europe aujourd'hui avec ces deux pays qui sont les plus grands producteurs de blé, notamment de l'huile d'olive, etc., nous force à mettre en place les outils pour une production locale plus intensive. Nous devons produire afin d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. C'est notre ambition et puis nous sommes un petit pays, nous devons être rationnels. Il ne faut pas à tout moment attendre que cela arrive de l'extérieur. Aujourd'hui, nous devons nous organiser pour qu'il y ait une production plus rentable, plus rationnelle et plus sécuritaire pour la population guadeloupéenne. Il est important de pouvoir s'orienter vers une alimentation plus locale, plus saine, de qualité.
bio ou en agriculture raisonnée pour aller progressivement vers le bio, mais surtout pour les jeunes générations, puisqu'on se rend bien compte que de moins en moins de jeunes mangent les produits, consomment les produits locaux. Donc il est important pour nous de pouvoir convaincre la jeune génération, que ce soit à travers la restauration scolaire pendant ces années que nous avons travaillé sur la restauration scolaire, mais aussi vraiment la jeunesse, les 11, 18, 25 ans, apprendre à consommer, mais apprendre à cuisiner aussi. Donc, toute une partie d'éducation que nous allons déployer, donc l'éducation populaire au sein de la ville, et permettre aussi à ces jeunes de s'approprier ce pan de notre culture et manger plus local. Un reportage signé Maxime Morel. Et on va parler santé maintenant, et je reçois Emmanuela Sinclair, qui est membre du Conseil de santé de l'autonomie. Elle est en présence de Marie-France Tyrolien, qui est présidente de effectivement ce Conseil de santé et de l'autonomie. Bonsoir mesdames. Bonsoir monsieur. Alors avant d'en venir aux ateliers sur les droits des usagers que vous allez animer ce week-end, est-ce qu'on peut déjà présenter quand même ce CSA? Qui êtes-vous? Alors la CSA, la conférence sur la santé et l'autonomie, conférence, effectivement, c'est la conférence, pas le conseil. La conférence. Hein. Alors donc est une assemblée consultative comprenant un ensemble d'acteurs concernés par la santé, bien sûr, et qui se charge de formuler des avis qu'on peut faire remonter à l'ARS. Alors cette CSA est composée de 4 commissions. Voilà. Donc les soins, la conférence des soins, la conférence Alors, on a 4, la conférence de santé. Alors, pour pouvoir travailler, pour faire des propositions, ça tourne autour de 4 sous-commissions. Alors, il y a la commission organisation des soins, voilà, la commission prévention, la commission accompagnement médico-social, et la commission des droits des usagers, qui va présenter cette manifestation samedi prochain. L'idée, c'est de coordonner le soin? Oui, nous sommes au niveau de la santé et en fait, l'essentiel, c'est de proposer. Nous, on est acteurs de santé, donc on est en force de proposition avec l'ARS pour dire, voilà notre façon de voir, voilà notre proposition, et à l'ARS, avec nos idées, d'orienter sur les décisions qui vont être prises en matière de santé. Donc vous êtes à l'écoute finalement des usagers? Voilà, c'est notre l'essentiel. Très bien. Alors, tout passe en numérique maintenant. Donc vous allez faire effectivement vos ateliers en numérique aussi, voilà, pour le coup. La santé au numérique, tout à fait. Voilà. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que maintenant, effectivement, le numérique a pris une place très importante dans la vie de l'usager. Et on arrive quelquefois que l'usager va se retrouver en retrait. Parce que comme il n'y a pas accès, il ne pourra pas, c'est comme si c'est une perte de chance, parce qu'il ne pourra pas avoir accès, s'il a besoin par exemple de faire un compte Amélie, avoir accès pour sa santé. Donc maintenant, de toute façon, tout passe par Internet. Voilà, et donc lui, s'il ne maîtrise pas, c'est une perte de chance pour lui, parce qu'il n'a pas accès aux soins, et comme il ne peut pas, il ne peut pas se soigner. Et on rencontre de plus en plus de personnes qui, à cause de cette fracture numérique, hésitent à aller vers le numérique, à aller vers ces centres. Et là, ils ne vont pas se soigner parce qu'ils n'ont pas accès. Ce serait quoi le frein principal? C'est qu'ils hésitent un peu parce qu'ils savent qu'ils ne maîtrisent pas trop. Donc, ils ne connaissent pas. La peur de ce qu'on ne connaît pas, en fait. La peur du numérique. Ça va trop vite. Voilà, ça va trop vite. OK. Et rien que pour aller sur son compte de sécurité sociale, maintenant avec la carte vitale, le compte Amélie, il faut maîtriser un minimum. Et c'est dommage parce que les personnes, parfois, se mettent des freins, se mettent des barrières, alors qu'il y a parfois rien de bien méchant. Rien de bien méchant, comme vous dites. Et c'est un petit peu ce que l'on va faire cette matinée du 21 mai. C'est un petit peu ça. C'est dédramatiser, j'ai envie de dire, le numérique pour que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise. Expliquer comment ça va se passer et voir qu'en fait, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Donc ça va être autour surtout de mon espace santé?
Les manipulations autour de mon Alors, espace il santé. n'y a pas... Bon, ça tourne autour de mon espace santé, mais on a appelé... il y a pas mal de partenaires qui sont avec nous, dans la CAF, dans la CGSS, dont France Service. C'est un nouveau dispositif qui est mis en place dans toutes les mairies, Il justement. regroupe un peu, justement, tous les services proposés par l'État. Voilà, et donc ça faciliter les permet... Voilà, on va au-devant de la population. Donc, ce dispositif va expliquer aux personnes que vous pouvez venir nous joindre. Et à ce moment-là, nous allons vous aider à travailler sur ça et pour pouvoir reprendre le bon chemin, quoi. C'est tout ça. Il faut faire sa mise à jour. Exact. Voilà. Sinon, après, on est obsolète et c'est pas très bon. Tout à fait. Exactement. Mais non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. Donc la cible, c'est un peu les publics qui sont en rupture numérique. Bon, pour les Voilà. jeunes, ça va. Oui. C'est un peu plus les seniors. Ah, mais vous savez, il y a parfois des jeunes qui ne s'y retrouvent pas non plus spécialement. En fait, cet atelier sera ouvert à tout le monde. Et c'est ce qui est intéressant, c'est il faut venir nombreux. Et les plus jeunes pourront peut-être expliquer à leur mamie, à leur tante. C'est ça qui est intéressant. Ce serait bien de venir justement bien sûr, Eh ben en binôme. en famille, en binôme, en famille même, comme vous dites. pour qu'il y ait des Voilà. explications qui soient Tout à fait, c'est important. Parce qu'au niveau de la manifestation, on a deux parties. On a une partie, on va écouter l'usager qui va nous expliquer ses problèmes. Quels sont les freins à l'accès numérique. Et la deuxième partie, il y aura des ateliers pratiques où on va lui montrer comment faire. Voilà. Donc il y aura du matériel à disposition, tablettes, Oui, des ordinateurs. tablettes. Tout à fait. Tout à fait. Tout sera option ce samedi. Tout à fait. Et ça va se passer où? À quelle heure? Alors, au Palais du Sport du Gosier, de 9h à 13h samedi. Très bien. Et tout le monde peut venir, Tout effectivement. le monde peut venir. C'est vraiment ouvert à Alors, tout il le faut monde. savoir que c'est une première manifestation que nous allons faire. Nous avons décidé que nous allons le faire sous le Gosier, mais nous avons prévu de refaire cette manifestation en fin d'année sur le secteur du Moule. Et on va essayer de couvrir un petit peu tout le département pour pouvoir permettre un petit peu de réduire la fracture numérique. Parce que je rappelle, moi, c'est un constat que j'ai fait au moment où on préparait. On s'est rendu compte qu'en fait, la fracture numérique, on en parle, on se pose la question, elle est où? Parce qu'on a découvert, il y a beaucoup d'associations qui vont devant, mais les gens ne savent pas. Donc justement, Mais c'est là on où va on se mettre... demande qu'est-ce qui bloque. Voilà, Parce que c'est vrai mais que ça fait justement, des parce années qu'on essaie qu'on de s'est mettre à jour. retrouvé avec, il y a beaucoup d'associations qui font déjà, qui vont devant, mais ça reste autour de leurs adhérents. Donc, ouvrons Ça va pas le plus loin, d'accord. voilà, et comme ça, on les met en contact, et puis pour pouvoir, voilà. Donc des opérations à répéter de façon régulière, Tout à fait. un peu dans toutes les communes pour que tout Voilà, le monde et soit le mis au courant. relais sera pris justement. Nous, on va impulser au niveau de la CSA, on va impulser cette démarche et on espère que les associations vont prendre le relais Suivre. en proximité pour pouvoir continuer voilà, au niveau des usagers. Et Mme Tyrolien pour la fin. Eh bien, écoutez, moi, vraiment, j'invite tout le monde, vraiment tout le monde à venir. C'est vraiment très, très important. Et même si on ne se sent pas concerné, je pense qu'il faut venir pour après en parler à son voisin. Je pense que tout le monde doit aller vers le numérique. Vous savez, même si ça nous paraît lointain, mais on est dedans. On est dedans et on ne pourra pas faire autrement. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Voilà, vous avez dit La quelque chose dématérialisation est en d'important. cours. Et même si on pense que on n'est pas concernés, nous sommes tous concernés. Voilà. Merci Donc, à beaucoup. samedi. Et donc le rendez-vous est donc donné samedi. Ce sera toute la journée au Palais des Non, de 9h à 13h. À 13h. Pardonnez-moi, au Palais Palais des Sports du Gosier. Moi, j'étais déjà en train de rallonger votre Et manifestation. le numéro pour le- est sur le visuel. L'autre jour, je n'avais pas fait attention, le numéro de téléphone. Vous pouvez donner. Donc voilà, donc vous pouvez. Voilà. Donc je vous redonne, si vous voulez, le numéro de téléphone au 06 90 29 14 56 ou le 06 90 28 72 66. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Je le rappelle, Emmanuela Sinclair et Marie-France Tyrolien d'être venues sur ce plateau nous présenter justement ces journées d'accès à la santé par le biais du numérique. Vous avez un nouvel espace santé et il faut vous mettre à jour dessus. Ça va être très important pour les années à venir. Je vais bousculer un petit peu le programme du journal et on va parler effectivement de cette arrivée fracassante sur le marché des télécommunications, puisqu'après plusieurs tentatives
tentative d'entrée sur le marché guadeloupéen et antillais d'ailleurs globalement. L'opérateur Free débarque enfin. Le spécialiste des forfaits à prix cassé fait son entrée et frappe fort avec une offre à 120 gigas de data pour moins de 10 €. C'est pour montrer à quel point effectivement le numérique prend de la place. Maintenant, on n'achète plus un forfait pour passer des appels, mais pour le forfait data pour aller sur Internet, ça c'est clair. Et c'est sans compter le roaming, en l'occurrence la possibilité de communiquer depuis des pays étrangers sans payer de surcoût. Ils ont pensé à tout. Et si les Guadeloupéens semblent ravis de cette arrivée, ce n'est pas le cas des boss du département qui risquent de perdre des parts de marché. C'est pas moi qui le dis, ce sont les directeurs de Free. On écoute d'abord Thibaut de Malray, qui est directeur général de Free Caraïbes. Free, c'est une société qui est née il y a 20 ans de ça maintenant. C'est une société qui a déjà en 2012 a révolutionné le marché de la téléphonie mobile en réduisant les prix en métropole de façon extraordinaire. Et nous sommes là pour faire la même chose ici en Caraïbes. Alors nous, ce qu'on a envie, c'est de tuer les prix. On a envie de rendre du pouvoir d'achat aux Guadeloupéens, donc on est venu et on a divisé les prix par 6. Et puis on espère qu'on va rendre des grosses centaines d'euros, moins 500 € de pouvoir d'achat à tous les Guadeloupéens. Donc c'est le bon moment, il faut en profiter, il faut aller renégocier avec votre opérateur ou venir vous abonner chez Free, on vous attend et on est ravis. On a lancé un forfait qui est un forfait très généreux avec 120 gigas de data, du roaming au Brésil, aux US, en Europe, les appels illimités, tout ça pour moins de 10 €, pour 9,99 € et tout ça sans engagement. Donc on peut essayer, et si on est content, on reste, si on n'est pas content, on peut aller voir ailleurs. Ah mais les Guadeloupéens, ils vont être très heureux de nous voir arriver. On va leur ramener du pouvoir d'achat. Les Guadeloupéens, ils vont venir souscrire à nos forfaits dans notre boutique de Destreland ou chez nos partenaires But, Darty, Fnac. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui voulait qu'on vienne, moi, à part vous. Les vrais Guadeloupéens, ils avaient envie qu'on vienne, mais les autres, les boss, là, ils n'avaient pas trop envie. Donc ça a été un peu dur, mais c'est pas grave, c'est oublié, c'est derrière nous. Vous allez voir, on va révolutionner le truc. Ah, ça va bouger beaucoup sur le marché des télécommunications. Ça va batailler sec à partir de maintenant. Et la seule piste de l'aéroport Paul Caraïbes est en cours de réfection. Des travaux opérés chaque nuit pour permettre au trafic d'être maintenu en journée. Des contraintes qui complexifient la réalisation du projet, qui a quand même un coût qui est élevé à 35 millions d'euros. Le reportage. Alors, la particularité, c'est que c'est un chantier de dimension exceptionnelle, puisqu'il s'agit de la plus grosse opération d'investissement qu'on ait jamais réalisée sur Guadeloupe Caraïbes depuis la construction de la nouvelle aérogare. Donc c'est un chantier de 35 millions d'euros et c'est un chantier aussi qui est très contraint parce que nous n'avons qu'une seule piste et on doit réaliser ces travaux chaque nuit en réouvrant la piste au trafic le matin. Voilà, et donc c'est un chantier donc, qui a un gros enjeu au niveau organisationnel, au niveau opérationnel, mais aussi en matière de sécurité du trafic. Il fallait absolument que les compagnies aient bien en tête qu'il n'y avait pas de dérogation possible sur la fermeture de cette piste. Il fallait qu'on puisse donner au chantier la possibilité d'opérer dans les horaires impartis. Et une dérogation ou une fermeture plus tardive pouvait entraîner un retard au niveau de l'ouverture. Donc c'est véritablement une communication, les préparer, comprendre éventuellement leurs problématiques, les rassurer aussi, parce qu'en fait des aléas, ça peut arriver. Donc rassurer les usagers de la plateforme, les compagnies aériennes sur ce chantier qui est effectivement gigantesque. Nous sortons de 2 ans très difficiles, mais le trafic, la demande de trafic est bien là pour reprendre, donc nous pouvons avoir confiance en l'avenir. Or, cette piste, qui est l'élément essentiel d'un aéroport, il y a d'autres éléments importants comme les aérogares, mais la piste, c'est le début, le commencement de la présence d'un avion sur un aéroport. Et avec le nombre de longs courriers gros porteurs, des Boeing 777, des Airbus 330, des compagnies long courrier. La piste commençait à avoir un besoin urgent d'une rénovation, ce qui est réglementaire, avec des rythmes réguliers de rénovation. Mais là, on a voulu faire un chantier plus profond, si je veux dire, c'est le cas de le dire. Dans les 20 ans qui viennent, nous n'ayons aucune limite, aucune entrave à un développement du trafic général, mais du trafic long courrier en particulier pour Guadeloupe, Paul Caraïbes. Donc c'est vraiment un atout très fort
est très important pour l'avenir de la Guadeloupe et du transport aérien qui la dessert. Le rôle de la société FPRB c'est dans le cadre de sous-traitance en direct avec Razel, où on a en charge la fédération de tout ce qui est transport, les travaux de balayage, les travaux de terrassement, une partie de la fabrication des enrobés du tapis final et aussi la mise à disposition de certains de notre matériel et de nos équipes pour l'application des enrobés. Oui, effectivement, il y a 25 entreprises qui travaillent sur ce chantier. Et sous ces 25 entreprises, 21 sont des entreprises locales. Et ça a été un élément très important pour la SAGPC d'avoir effectivement des retombées économiques très importantes de ce chantier pour l'économie de la Guadeloupe, surtout en sortie de crise Covid. Et réunis à Fort-de-France, les présidents des régions ultra-périphériques lancent un appel solennel à l'État. Ces élus souhaitent rappeler l'urgence d'une nouvelle étape historique dans les outre-océans, où le mal développement structurel engendre des inégalités de plus en plus criantes sur le plan social. Un appel à une prise de conscience pour refonder la relation entre nos territoires, conjuguer la pleine égalité des droits avec la reconnaissance de nos spécificités et instaurer une politique économique fondée sur nos atouts structurels, notamment géostratégiques et écologiques. Et avant de se quitter, on souhaite un très joyeux anniversaire à Ange-Marie Bogota, dit Manfafa. Cette abinienne rejoint le club des centenaires qui compte beaucoup d'adhérents en Guadeloupe. Vous aurez remarqué, le reste en images. Joyeux anniversaire à Anne-Marie Raphaël, dite Manfafa Bogota, dès le 9 mai 1922. Nous sommes tous là pour vous dire combien vous êtes aimés. Vous êtes notre aîné. Pour nous, 100 ans, il faut encore attendre. Bon anniversaire à vous, Ange-Marie et Jalton, maire de la ville des Abîmes, président de CAPEX. Ça m'a fait revivre, ça m'a fait comprendre que j'ai vécu pas pour rien. J'ai pas perdu ma jeunesse. Oh, j'étais toute heureuse de préparer ça. C'est moi qui ai tout organisé, très heureuse, et de voir que ses amis, parents ont répondu présent et qu'elle soit entourée aujourd'hui. Parce que c'est une femme qui aime être entourée en permanence parce qu'elle aime partager, recevoir sans arrêt. Très fière. J'ai fait le déplacement de 8000 km en surprise pour lui faire la surprise, donc j'en suis très fière. Et contente que ça lui plaise parce qu'elle n'exprime pas beaucoup, mais on sent beaucoup d'émotions et beaucoup de joie et de plaisir de partager ce moment-là avec ses proches et ses amis. Je dirais que c'est quelque chose de bien de voir que notre famille dure pendant des années et puisse nous transmettre certaines idées de la vie. Donc je trouve que c'est une belle chose et pourtant je suis jeune, mais de voir une telle évolution, ça me permet de voir que la vie ne peut être que belle. On pourra demander à Mme Bogota la recette, mais il y a des endroits bien ciblés. Elle habite à Dugazon, le terrain Cayole. On a déjà eu quelques centenaires là. On a même eu une dame qui a 810 ans. On a sur Bazin aussi quelques centenaires. Donc il y a vraiment des endroits ciblés aux Abîmes où les gens vivent longtemps. Il y a cette longévité un peu partout, effectivement, sur notre territoire. Et notez effectivement que voilà 4 mois que les grands frères sont incarcérés dans l'attente de leur procès. Et pour ce qui est effectivement du cas de Samuel Kraï, il a arrêté sa grève de la faim il y a 2 semaines maintenant. Il a tenu 42 jours et par contre il est toujours faible comme il a été un peu atteint. Visiblement il est encore faible. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'info que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Je vous fais des bisous. Bye bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité. On parlera effectivement de simulateurs de conduite. Maintenant, on passe du virtuel au réel assez régulièrement. Et on parlera aussi de Twitch, qui est une application qui permet de diffuser, par exemple pour les gamers qui peuvent diffuser leurs séquences de jeux en direct, ou bien serial killers de pouvoir filmer leurs exploits dans des supermarchés, à liquider des gens à coups de balle dans la tête. On en parle après la pub.